Bienvenue dans notre vidéo captivante sur l'histoire d'un garçon sans abri adopté par une famille riche. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol du voisin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et, si vous le souhaitez et pouvez, soutenez-nous en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez bien de cette histoire. Par une froide soirée d'automne, les rues de Paris étaient balayées par un vent glacial. Les feuilles mortes dansaient sur les trottoirs, tandis que les passants pressaient le pas pour rentrer chez eux. C'est dans ce décor mélancolique que le destin de Mathis, un jeune garçon de 12 ans, allait basculer. Mathis errait sans but depuis des heures, son estomac criant famine. Ses vêtements usés et trop grands pour lui ne le protégeaient guère du froid mordant. Ses yeux bleus, autrefois pétillants de vie, étaient désormais ternes et cernés. Orphelin depuis 2 ans, il avait fui le foyer d'accueil où il avait été placé, préférant la dure vie des rues à la maltraitance qu'il subissait. Ce soir-là, épuisé et affamé, il était recroquevillé dans l'entrée d'un immeuble cossu du 16e arrondissement. C'est là que le couple Beaumont le découvrit. Élise et Antoine Beaumont rentraient d'un dîner mondain, l'esprit encore embrumé par le champagne et les conversations futiles. La vision de ce petit corps tremblant les stoppa net. Élise, une femme élégante d'une 40aine d'années, s'approcha doucement de Mathis. « Mon petit, que fais-tu là tout seul ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Mathis leva vers elle des yeux emplis de peur et de méfiance. Antoine, resté en retrait, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Peu à peu, Élise réussit à gagner la confiance de Mathis. Elle apprit son histoire, son passé douloureux, sa solitude. Le cœur serré, elle échangea un regard avec son mari. Sans un mot, ils surent qu'ils ne pouvaient pas abandonner cet enfant à son sort. « Veux-tu venir chez nous ce soir, Mathis ? Tu pourras prendre un bain chaud, manger un bon repas et dormir dans un vrai lit », proposa Élise. Mathis hésita, partagé entre la méfiance et l'espoir. Finalement, la faim et le froid eurent raison de ses dernières réticences. Les jours suivants furent comme un rêve pour Mathis. Les Beaumont le traitaient avec une gentillesse qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Élise, styliste renommée, lui offrit de nouveaux vêtements. Antoine, avocat de renom, l'aida à rattraper son retard scolaire. Pour la première fois depuis des années, Mathis se sentait en sécurité, aimé. Le couple, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, s'attacha rapidement à Mathis. Ils entamèrent des démarches pour l'adopter, rêvant déjà d'une vie de famille heureuse. Mathis, de son côté, épanouissait de jour en jour. Son sourire retrouvé illuminait la maison. Pourtant, malgré ce bonheur apparent, quelque chose tracassait Élise. Parfois, elle surprenait dans le regard de Mathis une ombre, comme un secret inavouable. La nuit, elle l'entendait parfois sangloter dans son sommeil. Que cachait cet enfant ? Quel terrible fardeau portait-il ? Un soir, alors qu'Élise rangeait le linge, elle trouva dans la poche du gant de Mathis un petit papier froissé. Intriguée, elle le déplia. Ce qu'elle lut la glaça d'effroi. RDV ce soir, 22h, cave du 14 rue des Lilas. Écriture tremblante trahissait la peur de l'enfant. Élise sentit son cœur s'emballer. Que signifiait ce message ? Qui Mathis devait-il rencontrer ? Et pourquoi dans une cave ? 1000 questions se bousculaient dans son esprit. Elle savait qu'elle devait agir, protéger cet enfant qu'elle considérait déjà comme le sien. Mais comment ? Élise, le cœur battant, fixait le petit bout de papier froissé dans sa main. Elle savait qu'elle devait prendre une décision rapidement. Après un moment d'hésitation, elle décida d'en parler à Antoine. Son mari, toujours rationnel, saurait sûrement comment gérer cette situation délicate. Lorsqu'Antoine rentra du travail ce soir-là, il trouva sa femme dans un état d'agitation inhabituel. Élise lui expliqua la découverte du mystérieux message et ses inquiétudes grandissantes concernant Mathis. Antoine, écouta attentivement, son visage se durcissant au fur et à mesure du récit. « Nous devons le suivre », déclara Antoine d'un ton ferme. « Si Mathis est en danger, nous devons savoir de quoi il s'agit pour pouvoir le protéger. » Élise acquiesça, soulagée de ne pas avoir à affronter cette situation seule. À 21h45, ils virent Mathis quitter discrètement la maison. Le cœur serré, ils le suivirent à distance, veillant à ne pas se faire repérer. Les rues sombres et désertes semblaient plus menaçantes que jamais. Mathis marchait d'un pas rapide, jetant des regards furtifs autour de lui. Arrivé devant le 14 rue des Lilas, Mathis s'arrêta net. Il regarda longuement la porte de la cave avant de l'ouvrir d'une main tremblante. Élise et Antoine échangèrent un regard inquiet avant de s'approcher silencieusement. La cave était plongée dans l'obscurité, mais ils pouvaient entendre des voix étouffées. Soudain, un cri retentit, glaçant le sang d'Élise. C'était la voix de Mathis. Sans réfléchir,
Antoine se précipita dans la cave, suivi de près par sa femme. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Mathis était là, entouré d'une dizaine d'enfants de tous âges. Certains dormaient sur des matelas de fortune, d'autres mangeaient des sandwichs. Mathis, surpris par l'irruption des Beaumont, se tenait devant eux, les bras écartés comme pour protéger les autres enfants. « Je peux tout expliquer », balbutia Mathis, les yeux remplis de larmes. « Ce sont mes amis, ceux que j'ai connus dans la rue. Je ne pouvais pas les abandonner. » Élise et Antoine restèrent un moment sans voix, assimilant la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. Ces enfants, comme Mathis quelques semaines plus tôt, portaient les stigmates d'une vie difficile. Vêtements usés, regards méfiants, corps amaigris. Peu à peu, l'histoire se dévoila. Mathis, malgré sa nouvelle vie confortable, n'avait pas oublié ses amis de la rue. Chaque soir, il leur apportait de la nourriture et des vêtements qu'il prenait discrètement dans la maison des Beaumont. Il avait même convaincu le propriétaire de la cave, un vieil homme solitaire, de fermer les yeux sur leur présence. « Je sais que j'ai mal agi », sanglota Mathis. « Mais je ne pouvais pas les laisser dehors, dans le froid et la faim. Ils sont comme ma famille. » Élise s'approcha doucement de Mathis et le prit dans ses bras. « Oh, mon chéri, » murmura-t-elle, « tu as un cœur en or. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Antoine, remis de sa surprise initiale, commença à parler avec les autres enfants. Il apprit leurs histoires, toutes plus poignantes les unes que les autres. Des fugues, des abandons, des maltraitances. Ces enfants avaient tous fui un enfer pour se retrouver dans un autre. Au fil des heures, une décision mûrit dans l'esprit des Beaumont. Ils ne pouvaient pas simplement ignorer ces enfants ou les renvoyer dans la rue. Leur maison était grande, leur cœur, elle, était tout autant. Peut-être pouvaient-ils faire plus, beaucoup plus. Mathis, dit finalement Antoine, tu as raison. On ne peut pas les abandonner. Mais on ne peut pas non plus les laisser vivre ici, dans cette cave. Que dirais-tu si on les invitait tous à la maison? Au moins pour cette nuit? Les yeux de Mathis s'illuminèrent d'espoir et de gratitude. Les autres enfants, d'abord méfiants, commencèrent à comprendre qu'une main secourable leur était tendue. Cette nuit-là, la grande maison des Beaumont s'anima comme jamais. Des matelas furent installés dans le salon, la cuisine ne désemplit pas. Pour la première fois depuis longtemps, ces enfants de la rue goûtèrent à la chaleur d'un foyer. Mais ce n'était que le début. Antoine et Élise savaient que le chemin serait long et difficile. Comment aider tous ces enfants? Comment leur offrir un avenir meilleur? Et surtout, comment convaincre les autorités de leur laisser une chance? Alors que l'aube pointait, éclairant doucement le salon rempli d'enfants endormis, Élise et Antoine se regardèrent. Dans leurs yeux brillait une détermination nouvelle. Leur vie venait de prendre un tournant inattendu, mais ils étaient prêts à relever ce défi. Pour Mathis, pour tous ces enfants, ils allaient se battre. Les jours qui suivirent cette nuit extraordinaire furent un tourbillon d'activités pour les Beaumont. Leur maison, autrefois si calme et ordonnée, était devenue une ruche bourdonnante d'enfants de tous âges. Antoine et Élise se retrouvaient soudain à la tête d'une famille improvisée de 12 enfants, Mathis inclus. Le couple savait que cette situation ne pouvait être que temporaire. Ils devaient trouver une solution durable pour ces enfants, tout en restant dans la légalité. Antoine, grâce à ses connaissances juridiques, commença à explorer toutes les options possibles. Pendant ce temps, Élise s'occupait des besoins immédiats des enfants. Elle les emmena faire des examens médicaux, leur acheta des vêtements neufs et veilla à ce qu'ils soient bien nourris. Petit à petit, elle vit les visages s'illuminer, les sourires revenir. Parmi ces enfants, il y avait Léa, une petite fille de 8 ans aux yeux verts pétillants. Elle avait fui un foyer abusif et errait dans les rues depuis des mois avant de rencontrer Mathis. Sous les soins attentifs d'Élise, Léa commença à s'ouvrir, révélant un talent inné pour le dessin. Il y avait aussi Lucas, un adolescent de 15 ans au passé trouble. Méfiant et rebelle au début, il finit par baisser sa garde face à la patience inébranlable d'Antoine. Un soir, il confia à Antoine son rêve de devenir mécanicien. Un rêve qu'il avait cru impossible jusqu'alors. Chaque enfant avait son histoire, ses blessures, mais aussi ses espoirs et ses talents cachés. Les Beaumont s'efforcèrent de voir au-delà des cicatrices pour découvrir le potentiel unique de chacun. Cependant, leur situation précaire ne pouvait durer éternellement. Un matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, on sonna à la porte. C'était une assistante sociale. Alertée par des voisins inquiets de voir tant d'enfants inconnus chez les Beaumont. Le cœur battant, Élise fit entrer l'assistante sociale, Madame Dubois. Cette dernière, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant mais ferme, écouta attentivement l'histoire extraordinaire des Beaumont. « Ce que vous faites est admirable, dit-elle finalement,
Mais vous devez comprendre que c'est illégal. Ces enfants doivent être pris en charge par les services sociaux. » Ces mots firent l'effet d'une douche froide sur Élise. Elle savait que Madame Dubois avait raison, mais l'idée de voir ses enfants retourner dans le système qui les avait déjà tant fait souffrir lui était insupportable. C'est alors qu'Antoine eut une idée audacieuse. « Et si nous devenions une famille d'accueil officielle ?» proposa-t-il. « Nous avons les moyens, l'espace, et surtout la volonté de nous occuper de ces enfants. » Madame Dubois hésita. « Ce n'est pas si simple, expliqua-t-elle. Il y a des procédures, des formations à suivre. Et 12 enfants d'un coup, c'est... Donnez-nous une chance, plaida Élise. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut. Ces enfants ont besoin de stabilité, d'amour. Nous pouvons leur offrir cela. » Touchée par la détermination du couple, Madame Dubois finit par céder. « Je vais voir ce que je peux faire, promit-elle. Mais je ne vous garantis rien. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Les Beaumont durent jongler entre leur travail, les besoins des enfants, et les démarches administratives pour devenir famille d'accueil. Ils suivirent des formations, passèrent des entretiens, remplirent d'innombrables formulaires. Pendant ce temps, les enfants vivaient dans l'angoisse de l'incertitude. Mathis, en particulier, était terrifié à l'idée d'être séparé de ses amis et de sa nouvelle famille. Il passait ses nuits à faire des cauchemars, se réveillant en sueur et en larmes. Un soir, alors qu'Élise le consolait après un autre mauvais rêve, Mathis lui confia sa plus grande peur. « Et si on nous sépare ? Et si je dois retourner dans la rue ?» Élise le serra fort contre elle. « Écoute-moi bien, Mathis, dit-elle d'une voix ferme. Quoi qu'il arrive, tu fais partie de cette famille maintenant. Nous nous battrons pour toi, pour vous tous, jusqu'au bout. Je te le promets. » Ces mots semblèrent apaiser Mathis, qui finit par se rendormir dans les bras d'Élise. Mais pour Élise, cette nuit fut longue. Elle savait que la promesse qu'elle venait de faire serait difficile à tenir. Pourtant, en regardant le visage paisible de Mathis, elle sut qu'elle ferait tout pour y parvenir. Le lendemain matin, alors que toute la maisonnée prenait son petit déjeuner dans un joyeux brouhaha, le téléphone sonna. C'était Madame Dubois. Le cœur d'Élise fit un bond dans sa poitrine. Ce coup de fil allait-il sceller leur destin à tous ? Élise décrocha le téléphone d'une main tremblante, le cœur battant la chamade. La voix de Madame Dubois résonna à l'autre bout du fil, calme mais teintée d'une certaine gravité. « Madame Beaumont, commença-t-elle, j'ai des nouvelles concernant votre demande pour devenir famille d'accueil. » Élise retint son souffle, sentant le poids de 12 destins sur ses épaules. Antoine, qui avait remarqué son trouble, s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Le comité a examiné votre dossier, poursuivit Madame Dubois. Ils reconnaissent votre engagement et vos qualifications. Cependant, résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Élise. Ils estiment que prendre en charge 12 enfants d'un coup serait trop ambitieux. Même pour une famille aussi motivée que la vôtre. Ils proposent de vous accorder l'agrément pour 4 enfants dans un premier temps. » Élise sentit son cœur se serrer. 4 enfants sur 12. Comment pourrait-il choisir ? Comment expliquer aux autres qu'ils devraient partir ? Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez, ajouta Madame Dubois d'une voix douce. Mais c'est déjà un grand pas. Avec le temps et de l'expérience, vous pourriez augmenter ce nombre. Élise remercia mécaniquement Madame Dubois et raccrocha. Lorsqu'elle se tourna vers Antoine, des larmes brillaient dans ses yeux. « Il ne nous en accorde que 4, murmura-t-elle. Le visage d'Antoine se décomposa. Il savait, tout comme Élise, ce que cela signifiait. Ils allaient devoir faire un choix déchirant. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles que les Beaumont aient jamais vécus. Comment choisir entre ces enfants ? Tous si attachants, tous ayant désespérément besoin d'un foyer stable, chaque fois qu'ils pensaient avoir pris une décision, un regard, un sourire, une parole les faisait douter. Mathis, bien sûr, serait l'un des 4. Mais pour les autres, Léa, avec son talent artistique qui ne demandait qu'à s'épanouir ? Lucas, qui commençait tout juste à s'ouvrir et à faire confiance ? Ou peut-être les plus jeunes, qui avaient le plus besoin de stabilité ? Les enfants, sentant la tension qui régnait dans la maison, devinrent anxieux. Les cauchemars de Mathis reprirent de plus belle. Léa se remit à faire pipi au lit. Lucas, lui, redevint distant et agressif. Un soir, alors qu'Élise et Antoine discutaient une fois de plus de leur dilemme dans leur chambre, ils entendirent un bruit derrière la porte. En l'ouvrant, ils découvrirent tous les enfants, assis dans le couloir, les yeux remplis de larmes. « Nous ne pouvons en garder que 4. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, contre toute attente, ce fut Lucas qui prit la parole. « Je pense que je devrais partir, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai presque 16 ans. Je peux me débrouiller. Laissez ma place à quelqu'un qui en a plus besoin. » Ces mots furent comme un électrochoc. Un par un,
les enfants plus âgés commencèrent à se porter volontaires pour partir. Chacun arguant que les plus jeunes avaient plus besoin de la stabilité offerte par les Beaumont. Élise et Antoine étaient stupéfaits. Ces enfants, qui avaient tant souffert, faisaient preuve d'un altruisme bouleversant. Leur générosité ne faisait que rendre la décision encore plus difficile. C'est alors que Mathis eut une idée. Et si on trouvait d'autres familles, des gens comme vous, qui voudraient aider? On pourrait rester en contact, se voir souvent. On serait toujours une famille, juste. Une grande famille étendue. L'idée de Mathis était folle, presque utopique. Mais elle alluma une étincelle d'espoir dans les yeux d'Élise et Antoine. Peut-être était-ce la solution qu'ils cherchaient? Les jours suivants furent consacrés à l'élaboration de ce plan fou. Antoine contacta des collègues avocats, des amis, des connaissances. Élise mobilisa son réseau dans le monde de la mode. Ensemble, ils commencèrent à tisser une toile de soutien autour de leur famille improvisée. Petit à petit, l'espoir renaissait. Mais le chemin serait encore long et semé d'embûches. Les Beaumont le savaient, mais ils étaient prêts à se battre. Pour ces enfants qui leur avaient ouvert les yeux sur ce que signifiait vraiment être une famille. Alors que le soleil se couchait sur une nouvelle journée remplie de défis et d'émotions, Élise et Antoine regardaient les enfants jouer dans le jardin. Malgré l'incertitude qui planait sur leur avenir, ils riaient, se taquinaient, s'entraidaient. Ils étaient une famille, envers et contre tout. Et c'est cette image, plus que tout le reste, qui donna aux Beaumont la force de continuer leur combat. Car ils savaient désormais que l'amour pouvait prendre bien des formes, et que la famille ne se limitait pas au lien du sang. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour les Beaumont et leurs familles improvisées. L'idée de Mathis avait pris racine et commençait à fleurir de manière inattendue. Antoine, mettant à profit ses relations dans le monde juridique, avait réussi à intéresser plusieurs de ses collègues à leur cause. Parmi eux, Maître Sophie Leroy, une avocate spécialisée en droit de la famille, qui fut particulièrement touchée par leur histoire. « Ce que vous faites est remarquable », leur dit-elle lors d'une réunion. Élise mobilisait son réseau dans le monde de la mode. Elle organisa un défilé de charité, mettant en vedette des créations inspirées par les dessins de Léa. L'événement fut un succès retentissant, attirant l'attention des médias sur leur cause. Les enfants, loin d'être de simples spectateurs, s'impliquèrent activement dans le projet. Mathis, avec l'aide de Lucas, créa un blog pour partager leur histoire et sensibiliser le public à la réalité des enfants des rues. Léa, encouragée par le succès de ses dessins, commença à donner des cours d'art à d'autres enfants du quartier. Mais malgré ces avancées prometteuses, les obstacles restaient nombreux. Les autorités demeuraient sceptiques quant à la viabilité de leur projet. Certains voisins, inquiets de voir tant d'enfants, à problème, dans leur quartier chic, commencèrent à exprimer leur mécontentement. Mais nous devons agir intelligemment si nous voulons que cela fonctionne sur le long terme. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux. L'idée était de créer une association, les Cœurs Ouverts, qui servirait de pont entre les enfants en difficulté et les familles prêtes à les accueillir. L'association fournirait un soutien juridique, psychologique et logistique aux familles d'accueil, tout en veillant au bien-être des enfants. Pendant ce temps, un soir, alors que toute la famille était réunie pour le dîner, on frappa violemment à la porte. C'était Dupont, un voisin particulièrement hostile à leur projet. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça !» cria-t-il, le visage rouge de colère. « Ces enfants n'ont rien à faire ici. Ils vont attirer des problèmes, faire baisser la valeur de nos propriétés. » Les enfants, terrifiés par cette irruption, se serrèrent les uns contre les autres. Mathis, dans un élan de courage, s'avança. « Monsieur, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée, nous ne sommes pas des problèmes. Nous sommes des enfants qui veulent juste une chance d'avoir une vie meilleure. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, semblèrent déstabiliser Dupont. Il resta un moment sans voix, regardant tour à tour Mathis et les autres enfants. C'est alors qu'Antoine intervint. Avec calme et diplomatie, il invita Dupont à entrer et à discuter. Contre toute attente, le voisin accepta. Au cours des heures qui suivirent, Dupont découvrit l'histoire de chaque enfant. Il vit leurs dessins, leurs projets, leurs espoirs. Il comprit que ces enfants, loin d'être une menace, étaient des êtres humains pleins de potentiel qui ne demandaient qu'à s'épanouir. À la fin de la soirée, Dupont était transformé. Je suis désolé, dit-il, les larmes aux yeux. J'ai été aveuglé par mes préjugés. Comment puis-je aider? Ce revirement inattendu fut un tournant. Dupont, ancien directeur des écoles à la retraite, devint un allié précieux. Il mobilisa d'autres voisins, organisa des séances de soutien scolaire pour les enfants, et plaida leur cause auprès de la mairie. Peu à peu,
l'hostilité du voisinage se transforma en soutien. Les Beaumont virent leur projet prendre une ampleur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Mais le plus grand défi restait à venir. Madame Dubois, l'assistante sociale, les informa qu'une commission allait examiner leur cas. Cette décision serait cruciale, elle pourrait soit valider leur projet innovant, soit le réduire à néant. La veille de la commission, toute la famille se réunit dans le salon. L'atmosphère était tendue, chargée d'appréhension mais aussi d'espoir. Quoi qu'il arrive demain, dit Élise, sachez que vous êtes tous, chacun d'entre vous, une part de notre famille. Rien ne pourra changer ça. Antoine ajouta, nous nous sommes battus ensemble jusqu'ici. Demain, nous affronterons cette épreuve ensemble aussi. Cette nuit-là, alors que la maison s'endormait enfin, Mathis resta éveillé, regardant par la fenêtre. Il pensait à tout le chemin parcouru depuis cette froide nuit d'automne où les Beaumont l'avaient trouvé. Il pensait à ses amis, à cette famille improbable qu'ils avaient formée. Demain serait peut-être le jour le plus important de leur vie à tous. Mathis ferma les yeux et fit un vœu, espérant de toutes ses forces que leur rêve d'une grande famille unie et aimante pourrait enfin se réaliser. L'aube se leva sur une journée qui allait marquer un tournant dans la vie des Beaumont et de leurs 12 protégés. La maison S éveilla dans une atmosphère électrique, mélange d'anxiété et d'espoir. Élise et Antoine, vêtus de leurs plus beaux habits, tentaient de projeter une image de confiance et de sérénité. Mais leurs regards trahissaient leur inquiétude. Les enfants, quant à eux, s'agitaient nerveusement, conscients de l'importance de cette journée. « Et si ça ne marche pas ?» murmura Léa, ses grands yeux verts remplis de peur. « Si on doit tous partir ?» Mathis prit sa main dans la sienne. « Ça va marcher », dit-il avec une assurance qu'il était loin de ressentir. « On est une famille maintenant. Personne ne peut nous séparer. » Le trajet jusqu'au bureau des services sociaux se fit dans un silence pesant. À leur arrivée, ils furent accueillis par Madame Dubois, dont le visage ne trahissait aucune émotion. « La commission vous attend », dit-elle simplement. Ils entrèrent dans une grande salle où siégeaient 5 personnes à l'air sévère. Le président de la commission, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, prit la parole. « M. et Madame Beaumont, commença-t-il. Votre cas est inhabituel, pour dire le moins. Nous avons examiné votre dossier avec attention. Mais avant de prendre une décision, nous aimerions entendre ce que ces enfants ont à dire. » Un par un, les enfants furent invités à s'exprimer. Chacun raconta son histoire, ses espoirs, ses peurs. Léa parla de ses dessins et de comment l'art l'aidait à surmonter son passé douloureux. Lucas expliqua comment, pour la première fois de sa vie, il se sentait en sécurité et capable de rêver d'un avenir meilleur. Mais ce fut le témoignage de Mathis qui eut l'impact le plus fort. D'une voix claire et posée, il raconta comment sa rencontre avec les Beaumont avait changé sa vie, et comment ensemble, ils avaient créé bien plus qu'une simple famille d'accueil. Ce n'est pas juste une maison, conclut-il, les yeux brillants de larmes contenues. C'est un endroit où on apprend à s'aimer, à se faire confiance, à croire en l'avenir. C'est notre famille. Un silence suivit ces paroles. Même les membres de la commission semblaient émus. Le président éclaircit la gorge avant de reprendre la parole. Nous avons entendu vos témoignages, dit-il. Maintenant, nous devons délibérer. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Dans le couloir, Élise et Antoine serraient les enfants contre eux, formant un bloc uni face à l'adversité. Enfin, après ce qui semblait une éternité, ils furent rappelés dans la salle. Le président de la commission les regarda longuement avant de parler. « M. et Madame Beaumont, commença-t-il, votre situation est sans précédent. Elle soulève de nombreuses questions juridiques et éthiques. » Cependant, il fit une pause, augmentant encore la tension dans la salle. « Cependant, nous ne pouvons ignorer les résultats remarquables que vous avez obtenus. Ces enfants, qui étaient en situation de grande détresse, semblent avoir trouvé stabilité et espoir grâce à vous. Votre projet d'association, les cœurs ouverts, nous semble prometteur. » Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Après mûre réflexion, la commission a décidé d'approuver votre demande, sous certaines conditions. Vous serez autorisé à garder les 12 enfants. Mais vous devrez suivre un programme de formation intensive pour parents d'accueil. De plus, votre association sera placée sous la supervision étroite des services sociaux pendant une période probatoire d'1 an. » La salle explosa en cris de joie. Les enfants se jetèrent dans les bras d'Élise et Antoine, pleurant et riant à la fois. Même Madame Dubois ne put retenir un sourire ému. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, ivre de bonheur, Antoine s'arrêta soudain. « Attendez, dit-il, j'ai une idée. » Il les conduisit tous au parc voisin, où il demanda à un passant de prendre une photo de groupe. Là, sous le soleil de l'après-midi, entourés de verdure et de fleurs,
ils posèrent pour leur première photo de famille officielle. Ce soir-là, la maison des Beaumont résonnait de rires et de chansons. Ils avaient réussi l'impossible. Ils étaient officiellement une famille. Mais au milieu de la célébration, Mathis éclipsa un moment dans le jardin. Regardant les étoiles, il pensa à tous les autres enfants qui, comme lui autrefois, erraient seuls dans les rues. Il se fit la promesse silencieuse que ce n'était que le début. Grâce à les cœurs ouverts, ils allaient changer bien plus de vies. L'avenir s'annonçait plein de défis, mais aussi d'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathis se sentait prêt à l'affronter. Car maintenant, il savait qu'il n'était plus seul. Il avait une famille. Les mois qui suivirent la décision de la commission furent à la fois exaltants et épuisants pour la famille Beaumont. La maison, autrefois si calme, était maintenant constamment animée par les rires, les disputes occasionnelles et l'énergie débordante de 12 enfants en pleine croissance. Élise et Antoine jonglaient entre leur carrière, la gestion de la maison, et les nombreuses responsabilités liées à leur nouveau statut de famille d'accueil officielle. Les formations intensives qu'ils devaient suivre leur prenaient beaucoup de temps, mais leur apportaient aussi des outils précieux pour gérer les défis quotidiens. L'association, Les Cœurs Ouverts, prenait également de l'ampleur. Grâce à la publicité générée par leur histoire, de plus en plus de familles se montraient intéressées par l'accueil d'enfants en difficulté. Antoine passait ses soirées à répondre aux appels et aux emails, organisant des réunions d'information et des sessions de formation. Mais ce nouveau rythme de vie n'était pas sans conséquences. Élise, épuisée par ses multiples responsabilités, commença à négliger sa carrière de styliste. Des tensions apparurent dans son couple, Antoine et elle ayant de moins en moins de temps pour eux. Les enfants, eux aussi, traversaient des moments difficiles, malgré leur joie d'avoir enfin trouvé un foyer stable. Les traumatismes de leur passé ressurgissaient parfois de manière inattendue. Lucas, qui semblait être bien adapté, fut surpris en train de voler de l'argent dans le portefeuille d'Antoine. Confronté, il explosa de colère, hurlant qu'il ne faisait confiance à personne et qu'il devait se préparer pour le jour où il le jetterait dehors. Léa, quant à elle, commença à faire des crises de panique à l'école, incapable de supporter la pression de sa nouvelle vie normale. Ses dessins, autrefois colorés et joyeux, devinrent sombres et inquiétants. Même Mathis, pourtant le pilier du groupe, montrait des signes de fatigue. Il se sentait responsable du bien-être de tous et cette pression commençait à peser lourdement sur ses jeunes épaules. Un soir, alors qu'Élise rentrait tard d'une réunion de l'association, elle trouva Antoine assis seul dans la cuisine plongé dans l'obscurité. « Je ne sais pas si on va y arriver », murmura-t-il. La voix brisée par l'émotion. C'est tellement plus dur que ce qu'on avait imaginé. Élise s'assit à côté de lui, prenant sa main dans la sienne. « Je sais, dit-elle doucement. Parfois, j'ai l'impression qu'on se noie. Mais on ne peut pas abandonner maintenant. Ces enfants comptent sur nous. » Leur conversation fut interrompue par un bruit venant du salon. Ils y trouvèrent Mathis, recroquevillé sur le canapé, en larmes. « J'ai tout entendu, sanglota-t-il. Vous allez nous renvoyer, c'est ça? On n'est que des problèmes pour vous. » Le cœur brisé, Élise et Antoine prirent Mathis dans leurs bras. « Jamais, promit Antoine. Vous êtes notre famille maintenant. On traverse ça ensemble, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là marqua un tournant. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas porter ce fardeau seuls. Le lendemain, ils organisèrent une réunion de famille. Assis en cercle dans le salon, chacun eut l'occasion d'exprimer ses craintes, ses frustrations, mais aussi ses espoirs. Pour la première fois, ils parlèrent ouvertement des difficultés qu'ils traversaient. « On a peut-être été trop ambitieux, admit Élise. On a voulu tout faire parfaitement, tout de suite. Mais peut-être qu'on doit apprendre à avancer pas à pas, ensemble. » Cette conversation franche permit de libérer des tensions accumulées depuis des mois. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour mieux répartir les responsabilités. Les enfants plus âgés proposèrent d'aider davantage pour les tâches ménagères et le soutien scolaire des plus jeunes. Antoine et Élise promirent de consacrer du temps individuel à chaque enfant, ainsi que des moments en couple. Ils décidèrent également de faire appel à une aide extérieure. Grâce à l'association, ils purent engager une assistante à temps partiel et organiser des séances de thérapie familiale. Les semaines suivantes ne furent pas faciles. Mais ils commencèrent à voir des progrès. Lucas, touché par la confiance qu'on lui accordait, devint plus ouvert et commença même à envisager un apprentissage en mécanique. Léa, avec l'aide d'un art-thérapeute, retrouva peu à peu sa joie de vivre et son amour pour le dessin. Quant à Mathis, il apprit à partager le poids de ses responsabilités, comprenant que la force de leur famille résidait dans leur unité. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis pour le dîner, riant et partageant les événements de leur journée, Élise et Antoine échangèrent un regard.
dans le chaos joyeux de cette tablée improbable, ils réalisèrent qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. Ce N était peut-être pas parfait, C était souvent difficile, mais C était leur famille. Et ils ne l'auraient échangé pour rien au monde. L'automne était arrivé, teintant les arbres de Paris de couleurs flamboyantes. La famille Beaumont avait trouvé un nouvel équilibre, naviguant avec plus d'aisance dans leur vie peu ordinaire. L'association, les cœurs ouverts, prospérait, inspirant d'autres familles à suivre leur exemple. Un matin d'octobre, alors que la maison S éveillait dans son habituel joyeux chaos, le téléphone sonna. C'était Madame Dubois, l'assistante sociale qui les avait accompagnés depuis le début. M. Beaumont, dit-elle d'une voix grave, j'ai des nouvelles importantes concernant Mathis. Antoine sentit son cœur se serrer. Mathis était le pilier de leur famille, celui par qui tout avait commencé. Que pouvait-il bien se passer? Nous avons retrouvé sa mère biologique, annonça Madame Dubois. Elle souhaite reprendre contact avec lui. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. La mère de Mathis, qu'il croyait morte depuis des années, était vivante et voulait le revoir. Comment allait-il annoncer cela à Mathis? Et quelles seraient les conséquences pour leur famille? Lorsque Élise apprit la nouvelle, Mathis oscillait entre l'excitation de retrouver sa mère biologique et la peur de perdre sa nouvelle famille. Les autres enfants, sentant que quelque chose n'allait pas, devenaient anxieux. Finalement, le jour de la rencontre arriva. Mathis, accompagné d'Élise et Antoine, se rendit dans un bureau des services sociaux. Lorsque sa mère, Isabelle, entra dans la pièce, le temps sembla s'arrêter. Isabelle était une femme mince aux traits fatigués. Mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Mathis. « Mon fils » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La rencontre fut émotionnelle et compliquée. Isabelle expliqua qu'elle avait lutté contre une addiction à la drogue pendant des années, persuadée que Mathis était mieux sans elle. Maintenant sobre depuis 2 ans, elle voulait une seconde chance. Mathis écoutait, partagé entre la joie de retrouver sa mère et la colère d'avoir été abandonné. Élise et Antoine observaient en silence. Le cœur serré, se demandant si c'était la fin de leur famille telle qu'ils la connaissaient. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Mathis passait du temps avec Isabelle, apprenant à la connaître. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison des Beaumont, il semblait déchiré. Un soir, alors qu'Élise bordait les plus jeunes, elle entendit des sanglots venant de la chambre de Mathis. Elle le trouva recroquevillé sur son lit, en larmes. Ils réalisèrent que leur amour pour Mathis signifiait parfois devoir le laisser partir. Le lendemain, ils proposèrent une solution à Mathis et Isabelle. Pourquoi ne pas essayer une garde partagée? Mathis pourrait passer du temps avec sa mère biologique tout en restant partie intégrante de la famille Beaumont. Cette proposition fut accueillie avec soulagement par tous. Isabelle, reconnaissante de l'amour que les Beaumont avaient donné à son fils, accepta de travailler avec eux plutôt que contre eux. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Il y eut des moments de tension, des ajustements difficiles. Mais peu à peu, un nouvel équilibre s'installa. Mathis apprit à naviguer entre ces deux familles, enrichi par l'amour des deux côtés. Cette épreuve eut un effet inattendu sur la famille Beaumont. Elle renforça leurs liens, leur rappelant que la famille n'était pas une question de sang, mais d'amour et de choix quotidiens. 1 an après la réapparition d'Isabelle, toute la famille élargie, les Beaumont, leurs 12 enfants, Isabelle, et même quelques autres familles les cœurs ouverts, se réunit pour une grande fête dans le jardin. Regardant autour de lui, Mathis sentit son cœur se gonfler de bonheur. Il avait craint de devoir choisir, de perdre une partie de lui-même. Au lieu de cela, sa famille était agrandie, son cœur était ouvert. Comme le soleil se couchait sur cette joyeuse assemblée, Mathis réalisa que parfois, les plus grandes épreuves pouvaient mener aux plus belles découvertes. Sa vie était peut-être pas conventionnelle, mais elle était riche d'amour, et c'était tout ce qui comptait. Le temps avait passé depuis la réunification de Mathis avec sa mère biologique. La famille Beaumont, plus soudée que jamais, continuait à grandir et à s'épanouir. L'association, les cœurs ouverts, était devenue un modèle reconnu à échelle nationale, inspirant de nombreuses initiatives similaires à travers la France. Un matin de printemps, alors que la famille prenait son petit déjeuner dans un joyeux brouhaha, le téléphone sonna. C'était Madame Dubois, l'assistante sociale qui les avait accompagnés depuis le début de leur aventure. « M. Beaumont », dit-elle d'une voix urgente, « nous avons une situation délicate. Une jeune fille de 15 ans, Emma, vient d'être retrouvée dans la rue. Elle est enceinte de 7 mois et n'a nulle part où aller. Nous cherchons désespérément une famille d'accueil capable de gérer cette situation. J'ai immédiatement pensé à vous. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il regarda Élise,
qui avait entendu la conversation grâce au haut-parleur. Leurs yeux se croisèrent, remplis d'inquiétude mais aussi de détermination. « Nous devons en parler aux enfants, » dit Élise. « C'est une décision qui nous concerne tous. » Ce soir-là, ils organisèrent une réunion de famille extraordinaire. Tous les enfants étaient assis en cercle dans le salon, attentifs et curieux. Antoine et Élise expliquèrent la situation d'Emma, sans cacher les défis que son accueil représenterait pour leur famille déjà nombreuse. « Ce ne sera pas facile, » conclut Antoine. « Mais nous pensons qu'ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de cette jeune fille et de son bébé. » « Qu'en pensez-vous » Il y eut un moment de silence, puis Mathis prit la parole. « Je pense qu'on doit l'aider, » dit-il fermement. « On m'a donné une chance quand j'en avais besoin. On doit faire pareil pour Emma. » Les autres enfants acquiescèrent, certains avec enthousiasme, d'autres avec une légère appréhension. Mais tous étaient d'accord, ils devaient essayer. Le lendemain, Emma arriva chez les Beaumont. Était une jeune fille frêle aux grands yeux tristes. Son ventre rond contrastant avec sa silhouette mince. Elle semblait terrifiée, serrant contre elle un petit sac contenant ses maigres possessions. Les premiers jours furent difficiles. Emma était méfiante, renfermée sur elle-même. « Je ne sais pas quoi faire », confia-t-il entre deux sanglots. « J'aime maman, mais, vous êtes ma famille maintenant. Je ne veux pas vous perdre. » Élise le serra dans ses bras, son cœur se brisant pour ce garçon qui avait déjà tant souffert. « Tu ne nous perdras jamais, promit-elle. Quoi que tu décides, nous serons toujours là pour toi. » Cette nuit-là, Élise et Antoine eurent une longue conversation. Elle refusait de parler de son passé ou du père de son bébé. La nuit, Élise l'entendait pleurer doucement dans sa chambre. Peu à peu, cependant, la patience et l'amour de la famille Beaumont commencèrent à avoir un effet. Léa, avec sa sensibilité artistique, fut la première à percer la carapace d'Emma. Elle lui proposa de dessiner ensemble, et bientôt les deux filles passaient des heures à créer des œuvres colorées pour la future chambre du bébé. Lucas, quant à lui, surprit tout le monde en devenant le protecteur d'Emma. Lui qui avait eu tant de mal à faire confiance par le passé, veillait maintenant sur la jeune fille comme un grand frère attentionné. Mathis, fort de sa propre expérience, savait quand offrir une oreille attentive et quand donner de l'espace à Emma. Sa présence rassurante fut un soutien précieux pour la future maman. À mesure que les semaines passaient, Emma s'ouvrait de plus en plus. Elle commença à partager des bribes de son histoire, une enfance difficile, des parents absents, une rencontre avec un garçon qui lui avait promis monts et merveilles avant de l'abandonner à la nouvelle de sa grossesse. Élise et Antoine l'accompagnaient à ses rendez-vous médicaux, s'assuraient qu'elle mangeait sainement et l'aidaient à se préparer pour l'arrivée du bébé. Ils l'encourageaient aussi à réfléchir à son avenir, à envisager de reprendre ses études. Le jour de l'accouchement arriva plus tôt que prévu. Toute la famille se relaya à l'hôpital, soutenant Emma à travers les longues heures de travail. Lorsque le petit Théo poussa son premier cri, la chambre était remplie de larmes de joie et d'exclamations de bonheur. Les semaines qui suivirent furent intenses. Emma, encore adolescente elle-même, devait apprendre à être mère. Les nuits étaient courtes, les journées longues. Mais à chaque étape, elle était entourée par l'amour et le soutien de sa nouvelle famille. Un soir, alors qu'Élise berçait Théo pour l'endormir, Emma s'approcha d'elle, les yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Vous m'avez sauvée, moi et mon bébé. Je ne pensais pas que des gens comme vous existaient encore. » Élise serra Emma dans ses bras, émue. « Tu fais partie de notre famille maintenant, » dit-elle doucement. « Nous serons toujours là pour toi et Théo. » Cette nuit-là, alors que la maison s'endormait enfin, Antoine et Élise se retrouvèrent dans la cuisine. Épuisés mais heureux, ils contemplaient le chemin parcouru. « Qui aurait cru que notre famille s'agrandirait ainsi ?» dit Antoine en souriant. Élise posa sa tête sur son épaule. « Notre maison est peut-être pleine à craquer, » répondit-elle, « mais notre cœur a toujours de la place pour un peu plus d'amour. » Dehors, la ville s'endormait sous un ciel étoilé. Dans la chambre d'Emma, Théo gazouillait doucement dans son berceau. Et dans chaque pièce de cette maison extraordinaire, des enfants autrefois perdus dormaient paisiblement, enfin en sécurité, enfin aimés. La famille Beaumont avait encore une fois relevé un défi immense, prouvant que l'amour, la compassion et la solidarité pouvaient triompher de tous les obstacles. 5 ans étaient écoulés depuis l'arrivée d'Emma et de son fils Théo dans la famille Beaumont. Le temps avait filé à une vitesse vertigineuse, apportant son lot de joie, de défis et de transformations. Par une belle journée d'été, la maison des Beaumont bourdonnait d'activités. Des ballons colorés flottaient dans le jardin, des tables chargées de nourriture s'alignaient sur la pelouse. C'était un jour spécial, le 5e anniversaire de Théo. Mais aussi le jour où Emma recevait officiellement son diplôme d'éducatrice spécialisée. Alors que les invités commençaient à arriver,
un mélange éclectique de familles d'accueil, d'anciens enfants des rues devenus adultes, et de personnalités politiques venues soutenir, les cœurs ouverts. Élise et Antoine prirent un moment pour observer la scène. Mathis, désormais un jeune homme de 22 ans, aidait à installer les dernières décorations. Il jonglait entre ses études de droit et son implication croissante dans l'association, déterminé à suivre les pas d'Antoine pour défendre les droits des enfants défavorisés. Léa, son portfolio de dessins sous le bras, discutait avec animation avec un éditeur intéressé par ses illustrations pour livres pour enfants. Ses œuvres, inspirées par les histoires de sa famille atypique, commençaient à attirer l'attention. Lucas, vêtu de sa combinaison de mécanicien, venait d'arriver de son garage. Il avait trouvé sa voie, réparant non seulement des voitures mais aussi des vélos qu'il donnait aux enfants dans le besoin. Emma, rayonnante dans sa robe de graduation, tenait Théo par la main. Le petit garçon aux boucles brunes était le rayon de soleil de la maison, aimé de tous ses oncles et tantes adoptifs. Soudain, un mouvement près du portail attira l'attention d'Élise. Était Madame Dubois, l'assistante sociale qui avait joué un rôle si crucial dans leur histoire. À ses côtés se tenait une jeune femme qui semblait nerveuse. Élise, Antoine, dit Madame Dubois en s'approchant, je vous présente Sophie. Elle envisage de devenir famille d'accueil et j'ai pensé que vous seriez les mieux placés pour lui en parler. Tandis qu'Antoine commençait à discuter avec Sophie, Élise fut appelée par Emma. La jeune femme, les yeux brillants d'émotion, lui tendit une enveloppe. C'est pour vous, dit-elle doucement. Pour vous remercier, toi et Antoine, pour tout ce que vous avez fait. Élise ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre. En la lisant, ses yeux se remplirent de larmes. Chère Élise et Antoine, il y a 5 ans, j'étais une adolescente perdue, effrayée, portant un enfant dont je ne savais pas comment m'occuper. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis une mère confiante, une éducatrice diplômée, et surtout, je fais partie d'une famille extraordinaire. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. Vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de cœur. Grâce à vous, Théo grandira entouré d'amour et de soutien. Je voulais que vous sachiez que je compte suivre votre exemple. J'ai décidé de devenir à mon tour famille d'accueil. Je veux offrir à d'autres enfants la chance que vous m'avez donnée. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci d'avoir ouvert votre cœur et votre maison. Vous avez changé ma vie, et à travers moi, vous changerez celle de nombreux autres enfants. Avec tout mon amour et ma gratitude éternelle, Emma, Élise serra la lettre contre son cœur, submergée par émotion. Elle regarda autour d'elle, observant tous ces enfants qu'ils avaient accueillis au fil des ans, devenus des adultes responsables et aimants. Antoine la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête, incapable de parler. Elle lui tendit la lettre d'Emma, qu'il lut en silence. Quand il eut fini, ses yeux aussi étaient humides. « On a réussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « On a vraiment fait une différence. » Élise acquiesça, regardant tous ces visages souriants autour d'eux. « On a fait plus que ça, » dit-elle. « On a créé un héritage d'amour qui continuera bien après nous. » À ce moment, Théo accourut vers eux, suivi de près par Mathis. « Mamie, papy !» cria le petit garçon. « Venez, on va couper le gâteau. » Main dans la main, Élise et Antoine suivirent leur petit-fils adoptif vers le centre du jardin, où une grande famille les attendait. Une famille qui dépassait les liens du sang, une famille construite sur l'amour, la compassion et la conviction que chaque enfant mérite une chance. Alors qu'ils se joignaient au cercle joyeux pour chanter « Joyeux anniversaire », Élise et Antoine échangèrent un regard. Dans leurs yeux brillait la certitude qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient transformé une rencontre fortuite avec un jeune garçon sans abri en un mouvement d'amour qui continuerait à grandir et à se propager, touchant des vies bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Et tandis que le soleil se couchait sur cette journée mémorable, baignant le jardin d'une lumière dorée, la famille Beaumont, dans toute sa diversité et son amour était la preuve vivante que le cœur humain a une capacité infinie à s'ouvrir, à aimer et à transformer des vies, une personne à la fois.